Professeur Nordeniassa, bonjour. Bonjour. Alors, pauvreté et climat, thèmes principaux de la 78e session de l'ONU à laquelle prend part le président de la République. Réduire les inégalités, la pauvreté et la misère induites par les changements climatiques. Les experts alertent, la situation risque de s'aggraver à l'avenir et on le constate aujourd'hui de visu avec ces phénomènes extrêmes d'une grave violence, comme c'est le cas par exemple pour la tempête qui a frappé de plein fouet la Libye, le pays voisin, et bien sûr le séisme du Maroc et de la Turquie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément, professeur Yassa? Au niveau du groupe de panel de l'ONU sur le changement climatique, dans nos différents rapports, notamment le dernier rapport, le 6e rapport d'évaluation, le GIEC a prédit ces événements climatiques extrêmes, notamment bien sûr les inondations, mais également les vagues de chaleur, les feux de forêt, la sécheresse. Pour la première fois, le GIEC a pratiquement établi un lien direct entre ces événements climatiques extrêmes et le changement climatique. Bien sûr, il y a le sommet de l'ONU qui va bien sûr faire une évaluation par rapport à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif en relation avec la lutte contre le changement climatique et l'autre objectif qui concerne l'accès à l'énergie propre et durable. Donc bien sûr c'est une mission, c'est un sommet qui vient pratiquement à mi-parcours parce que les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 pour remplacer les objectifs de millénaire pour le développement, les OMD. Donc là nous avons les 17 objectifs de développement durable. Donc il va y avoir une évaluation par rapport à l'atteinte des objectifs et par rapport aux moyens de mise en œuvre, notamment la mobilisation de financement. Notamment, il y a aussi un autre agenda très important, c'est l'ambition climatique, c'est comment, bien sûr, lutter contre le changement climatique. Et nous avons assisté ces derniers jours, notamment en début septembre, avec un langage un peu choc, un langage fort par le secrétaire général des Nations Unies. On déploie maintenant, avant on parlait de changement climatique, de réchauffement global, maintenant on parle de bouleversement climatique, de dérèglement climatique, de chaos climatique. On a même utilisé dernièrement avec, bien sûr, le climate breakdown commence, c'est-à-dire l'effondrement climatique. D'ailleurs, c'est un peu la traduction par les médias francophones de breakdown climatique commence. Et même le secrétaire général des Nations Unies a déployé un terme un peu, on passe d'un ère de réchauffement climatique à un ère d'ébullition climatique. C'est-à-dire vraiment on a dépassé le seuil de tipping point, c'est-à-dire le seuil de bascule climatique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase très grave et ça appelle à des actions concrètes, notamment vous allez lors du sommet des Nations Unies, il va y avoir un peu de déclarations pour accélérer l'action climatique, accélérer la mise en œuvre bien sûr de l'accord sur le changement climatique. Mais justement, on entend aujourd'hui que Guterres parle de chaos climatique et il situe même les responsabilités. Mais ces phénomènes climatiques, avec bien sûr la situation actuelle, est-ce que ça risque de s'aggraver encore davantage à l'avenir, puisque nous avons vu que pendant la période d'été, nous-mêmes, on a été touchés de plein fouet par des canicules et l'augmentation des températures jamais égalées par le passé, professeur Yassa? C'est vraiment proportionnel au degré de réchauffement. Donc plus un incrément, une augmentation de température, plus ces phénomènes climatiques, notamment les phénomènes climatiques extrêmes, donc deviennent de plus en plus fréquents et avec des grandes intensités. Ça, c'est un peu proportionnel avec le degré de réchauffement climatique. Donc on est pratiquement à 1,1, 1,2 degrés Celsius de réchauffement. Maintenant, si selon les différents scénarios, notamment les scénarios les plus pessimistes, on dépasse le seuil de 2 degrés, de 1,5, on risquerait de voir certaines villes disparaître carrément de la carte, certaines villes, certains pays. Donc là, on a vu l'exemple de la ville de Darra. Vous avez vu un peu avant et après les inondations. Et on risque d'avoir... et là, c'est la Méditerranée. On est dans la Méditerranée. On ne parle pas un peu des petites îles, les pays insulaires. Et là, on a vu que les deux rives de la Méditerranée, à la fois la rive sud, donc la Libye, et la rive nord, la Grèce, ont été touchées par les inondations. Donc c'est un phénomène qui est pratiquement généralisé. Donc on est en train de vivre ces phénomènes un peu partout, en Amérique, en Asie, en Europe.
en Afrique, un peu partout. Mais la région méditerranéenne, c'est la région la plus vulnérable en ce moment, professeur Nordin Yessa. Oui, elle est même classée hotspot climatique, c'est-à-dire c'est la zone où les risques climatiques ils sont les plus importants. Donc elle est classée parmi les zones dans laquelle on va observer à la fois plusieurs phénomènes, la sécheresse, hein, vous avez vu la sécheresse, les vagues de chaleur, les incendies de forêt, c'est le foyer un peu des incendies de forêt dans les vins, et des inondations. Donc pratiquement tous les phénomènes climatiques extrêmes peuvent surgir et même en même temps au niveau des différentes régions de la Méditerranée. Alors il faut des mesures d'urgence, c'est ce que préconise aujourd'hui le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat dont vous assurez aujourd'hui la vice-présidence puisque vous avez été réélu pour la second mandat. Et d'ailleurs, je pense que même un point important qui va être réitéré encore une fois lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est un peu comment renforcer la résilience climatique, comment renforcer l'adaptation, comment faire face à ces phénomènes extrêmes, ça c'est très très important, comment réduire les vulnérabilités. Parce que là, on a vu que les dégâts, les impacts dévastateurs, ils sont liés un peu aux capacités des pays. Certains pays s'adaptent, ils ont les moyens de riposte, ils ont les moyens de faire face, que ce soit les moyens humains, matériels, etc. Et certains pays, notamment les pays pauvres, les pays, disons, pratiquement, ils encaissent un peu ou des conséquences, des impacts très très graves. Et on a vu dans l'exemple de la ville de Darna en Libye. Et donc, bien sûr, il y a l'aspect de, bien sûr, l'alerte précoce, renforcer les services climatiques pour pouvoir alerter sur les impacts, sur ces phénomènes. Donc ça, c'est très important. Renforcer les capacités d'adaptation sur tous les niveaux, renforcer la résilience et réduire les vulnérabilités. Alors, chacun doit assumer ses responsabilités en clair, il faut anticiper, il faut mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, professeur Nordin Yessa, ou alors c'est une équation difficilement réalisable vu que les pollueurs, c'est les grandes puissances de ce monde. On les a vus hier au G77 élargi à la Chine. Bon, c'est un principe de la Convention, parce que là, le principe de la Convention, c'est un peu la responsabilité commune et différenciée, c'est-à-dire elle est différenciée. Donc il y a la responsabilité historique des pays industrialisés, les pays développés, qui ont contribué à hauteur de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Les pays moins en développement ou les pays les moins développés on subisse les conséquences et en plus ils n'ont pas les capacités de faire face. L'Afrique c'est 4% d'émissions de gaz à effet de serre. L'Algérie 0,4% des émissions de gaz à effet de serre et donc on n'a pas les capacités. Donc maintenant les pays donc renforcer la capacité pour faire face à ces conséquences, les conséquences dévastatrices des changements climatiques. Mais comment mettre en œuvre aujourd'hui ce principe du pollueur-payeur? Est-ce que c'est une équation difficilement réalisable? Il faut se dire les choses comme elles sont, puisque les grandes puissances de ce monde, c'est eux qui sont les plus grands pollueurs, et vous avez donné un indicateur à hauteur de 90%. Et donc, c'est un peu les négociateurs climatiques, que ce soit dans le groupe, vous avez parlé du groupe G77 plus la Chine, vous avez le groupe africain, les groupes arabes, les groupes qui partagent les mêmes principes, les LMD6, appellent à ce que les pays développés montrent la voie en matière donc, de lutte contre le changement climatique, montrent la voie en matière donc, de mobilisation des financements envers les pays, pour aider les pays en développement pour faire face, pour s'adapter à ces conséquences dévastatrices du changement climatique, pour renforcer les capacités humaines, les capacités institutionnelles et pour le transfert des technologies. Donc ça reste toujours le principe et c'est chaque fois dans chaque COP, dans chaque conférence des parties. Ces mêmes blocs, les groupes G77 plus l'Afrique, plus la Chine, le groupe africain, arabe, LND6 appellent à ce qu'il y ait une mobilisation concrète. Là, on utilise un terme un peu concret, mobilisation concrète et le flux de financement vers les pays en développement pour, bien sûr, lutter contre le changement climatique. Mais la vulnérabilité climatique passe par une économie verte et durable. Est-ce qu'il faut y croire ? Donc là, par rapport à la vulnérabilité, on a parlé de la vulnérabilité par rapport un peu à la vulnérabilité environnementale. Certains pays sont plus vulnérables que d'autres. Et il y a des pays qui sont vulnérables sur le plan
économique. Donc, vous voyez, nous avons constaté que, par exemple, le problème, vous avez cité la famine, la sécheresse, ça a impacté la déplacement des populations. Oui, en Somalie, certains pays encore de l'Afrique. Donc, il y a le problème de l'ensemble des sécurités. D'ailleurs, même il y a un agenda lors du sommet sur les sécurités. Et là, les sécurités hydriques, sanitaires, énergétiques, alimentaires, tout ça sont impactés par le changement climatique. Et donc, il y a des déplacements des populations, la migration des populations, parce qu'il y a quand même les conflits. Bien sûr, on vit dans les conflits, mais il y a aussi le changement climatique qui impacte aussi la sécurité alimentaire. Mais comment assurer aujourd'hui, parce que c'est difficile aussi pour les pays en développement, une transition juste et équitable quand on sait que les grands pollueurs contribuent à hauteur de 80 ou 90% aux émissions de gaz à effet de serre, et c'est le cas pour le G20. 80%. 80% des émissions, donc c'est un peu les puissances du monde. Maintenant, bon, les puissances du monde, c'est les G20. Donc, on y trouve les pays développés et même les pays émergents, donc qui aussi contribuent récemment, parce que là, si on parle un peu des émissions historiques, depuis l'ère industrielle, c'est les pays développés, des pays industriels qui en sont les responsables. Maintenant, les dernières décennies, nous avons assisté à aussi la contribution des pays émergents dans le bilan global carbone. Maintenant, la transition juste et équitable, parce que si on fait une transformation disruptive, c'est-à-dire on fait des transformations brutales, brusques, on risque aussi donc de compromettre le développement et la croissance, le développement durable et l'éradication de la pauvreté d'un certain nombre de pays dont l'économie repose sur les sources carbonées, sur les sources énergétiques carbonées ou d'autres ressources, notamment par exemple notre pays, les pays exportateurs de pétrole et de gaz. Bien sûr, le pétrole et le gaz est pointé du doigt en tant que source d'émissions de carbone, et donc il y a, il y a certains veulent imposer des taxes pour l'exportation ou même l'utilisation. Et même les produits à base de pétrole et de gaz, pour les taxer, pour avoir une autre taxe supplémentaire sur le carbone, ça risquerait d'impacter les économies comme les nôtres, dont 85% des entrées d'argent provient de l'exportation de gaz. C'est une question très sensible et c'est une question dont les négociations, bien sûr, c'est pour cette raison que les pays comme l'Algérie et les autres pays exportateurs de pétrole appellent à une transition juste, équitable et qui tient compte de cette vulnérabilité économique. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par une transition juste et équitable? C'est-à-dire il faut aller progressivement et graduellement en mettant en place, bien sûr, des alternatives au gaz et au pétrole, comme c'est le cas actuellement pour nous par rapport à la question de la transition énergétique. Professeur Yassa. Donc, c'est une transition qui tient compte de tous ces aspects, ces aspects économiques, mais il tient compte aussi des circonstances nationales. Chaque pays a sa spécificité. Donc, on ne peut pas généraliser un modèle de transition à l'ensemble des pays. Donc, il y a certains pays, ils ont des spécificités, et c'est pour cette raison qu'il faut que cette transition tienne compte aussi de la spécificité, les capacités respectives des pays, les moyens, etc., pour que cette transition ne porte pas préjudice au développement économique, à la croissance économique, à l'atteinte des objectifs de développement durable. Parce que l'Algérie, grâce au gaz ou au pétrole, quand même, on a pu atteindre l'objectif concernant l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'accès à beaucoup de services grâce à bien sûr l'exploitation de nos ressources naturelles, dont le gaz et le pétrole. C'est grâce à ça qu'on a pu atteindre les objectifs. On a fait des avancées en matière d'atteindre des objectifs de développement durable. Mais comment les pays en développement pourraient faire entendre leur voix quand on sait que les pays pollueurs, on aborde cette question depuis pratiquement une 50aine d'années, et même les différentes rencontres au niveau international ont vu leur échec parce que les pays industrialisés n'abordent bien sûr la question d'émissions de gaz à effet de serre pour développer leur économie. Comment faire entendre sa voix? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a plus d'écoute, puisque Guterres parle aujourd'hui bien sûr de ce crime économique, il parle aussi de ce qui se produit à travers le monde, mais est-ce qu'il a les coups des franches pour pouvoir agir et imposer? C'est une question très très importante et cruciale. Maintenant, les pays développés industriels commencent à prendre conscience que s'il n'y a pas un effort collectif,
s'il n'y a pas faire un bloc. Non, non, et collectif, parce que même les pays développés sont touchés par les impacts du changement climatique. Donc il faut qu'il y ait un effort collectif. Donc il faut aider même les pays en développement, les pays moins développés, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est un phénomène global, donc l'impact est global, et donc il faut qu'il y ait mobilisation collective. Donc il y a l'effort collectif. Même les pays développés, on a vu les inondations à Hawaï, les feux de forêt à l'Australie, au Canada, un peu partout. Donc même les pays développés, ils sont touchés par les impacts. Ils ont intérêt à ce que l'ensemble de la communauté internationale agisse pour lutter contre les changements climatiques, et pour cela, il faut mobiliser les financements qu'il faut. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, professeur Nordine Yessa, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Nordine Yessa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, sur ces questions de changement climatique qui affectent toute l'humanité à travers tous les pays. Personne n'est épargné. On a vu récemment, bien sûr, ces phénomènes extrêmes qui touchent de plein fouet les pays et les États. On l'a vu avec nous, bien sûr, ces incendies de forêt. Béjaïa en cours encore hier. Nous avons également le phénomène, bien sûr, de la sécheresse, qui est le terreau, qui a favorisé, bien sûr, ce phénomène des feux de forêt, la canicule, les inondations dans certains pays, comme c'est le cas pour la Libye, frappée de plein fouet. On parle aujourd'hui de la nécessité et l'obligation d'agir au niveau des plus hautes instances internationales. On parle de mobilisation financière, mais ce qui est relevé aujourd'hui, il y a des vérités qu'il faut dire, que le fonds climat qui a été institué en 2015 n'est pas alimenté. Les pays industrialisés ne veulent pas assumer leurs responsabilités. N'est pas suffisamment alimenté. Donc depuis quelques années, il y a eu quand même mobilisation de financement. Bon, bien sûr, les pays développés, bon, dans le cadre de l'accord de Paris, même avant, dans le cadre de la COP de Copenhague, il était question de mobiliser 100 milliards de dollars par an. C'est ce qui fait que toutes les COP ont échoué. Pour aider les pays en développement, justement, pour faire face, bien sûr, pour développer leurs capacités adaptatives, c'est-à-dire comment bien sûr riposter au cas donc, de catastrophes climatiques, mais également pour faire sa transition, pour comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs. Ça, c'était un peu le principe donc, de 100 milliards de dollars par an. Donc bien sûr, dernièrement, lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, il y a eu institution d'un autre fonds, c'est le fonds pour les pertes et préjudices, c'est-à-dire les pertes et les dommages donc, causés par les changements climatiques. Bon, maintenant, les modalités, comment le fonctionnement de ce fonds, ils vont être certainement discutés lors de la COP 28. Donc, il y a aussi des aspects, les aspects pour un peu faciliter l'accès à ce fonds vert climat, les modalités de l'opérationnalité de ces fonds, comment faciliter un peu aux pays de financer leurs projets, problème d'investissement. Et il y a eu dernièrement, c'était en début septembre, le sommet africain sur le changement climatique à Nairobi. Il y a eu une déclaration de Nairobi sur le changement climatique, et donc les pays africains, bien sûr, donc ils ont réitéré leur appel pour que ce fonds soit suffisamment alimenté et pour faciliter les projets d'investissement dans le continent africains. Ils ont même insisté sur un peu le développement. Les pays africains détiennent des ressources naturelles, détiennent des potentiels en matière de développement des énergies renouvelables. Et donc, ils demandent à ce que d'ici 2030, que les capacités de production d'énergie renouvelable passe on est actuellement à 56 gigawatts à 300 gigawatts en 2030. Et pour cela, il faut mobiliser des financements, diriger des investissements dans ces pays pour qu'ils puissent eux-mêmes opérer cette transition. Donc bien sûr, il y a les aspects de renforcement, on a parlé de renforcement des capacités, et renforcement des capacités aussi institutionnelles, parce qu'on a vu maintenant avec les phénomènes climatiques externes, il faut développer un peu ce qu'on appelle la veille climatique et la veille précoce, les alertes précoces. Il faut donc doter les pays africains et les pays en développement, les pays moins développés, avec des services climatiques, c'est-à-dire des stations de mesure, les stations pour qu'ils puissent se préparer et se prémunir ou atténuer
en tout cas, les impacts, les dégâts des changements climatiques. Parce que là, si on a le même phénomène climatique extrême dans un pays développé et dans un pays en développement, les dégâts sont multipliés fois 10, fois plus. Parce que les pays développés, ils ont les capacités donc de s'adapter, de faire face, de résilience, de riposte, et les pays en développement n'ont pas ces moyens. Et donc c'est une question primordiale, c'est une question importante sur laquelle les pays, notamment les pays en développement, les pays moins développés, insistent pour qu'ils aient ces moyens pour renforcer leur capacité adaptative. Alors, bien sûr, nous avons vu Guterres dans ses plaidoyers, il parle de chaos, il parle de crime économique qui est opéré actuellement, écologique plutôt. L'Algérie plaide pour une transition juste et équitable. Comment l'Algérie pourrait faire entendre sa voix aujourd'hui, professeur Nordine Yassa, puisque vous faites partie des panels d'experts qui préparent toutes les plateformes qui doivent être discutées à un plus haut niveau? L'Algérie a toujours, d'ailleurs c'était un peu un principe, a toujours défendu le principe de la responsabilité commune et différenciée et la responsabilité historique. Ça c'est les principes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Depuis 2005 et 2010. Et même l'Algérie était leader dans le domaine. Donc, d'ailleurs, je vous rappelle que le sommet de la Terre, le Rio en 1992, il y a eu 3 conventions, dont la convention sur la lutte contre la désertification. C'était pratiquement le plaidoyer de l'Algérie. C'était l'Algérie qui a demandé à ce qu'il y ait une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, une convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité, une autre convention cadre des Nations Unies sur la désertification, parce que notre pays est touché par la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse, les canicules, etc. Et donc, l'Algérie étant un pays, bien sûr, on a parlé de double vulnérabilité, bien sûr, environnementale et économique, parce qu'on est un pays exportateur de pétrole et notamment un pays exportateur de gaz. Il ne faut pas que cette transition, cette transformation multiforme et multisecteur porte préjudice à notre croissance économique, à notre développement économique. Et donc, pour cette raison que l'Algérie appelle à ce que cette transition tienne compte des spécificités des pays, des capacités des pays et bien sûr la spécificité économique. Un pays exportateur de pétrole doit être aussi, bien sûr il y a d'autres solutions pour lutter contre le changement climatique. Il y a aussi déployer les mesures de captage et de séquestration de carbone pour que les pays exportateurs de pétrole puissent progressivement, bien sûr, contribuer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors on plaide bien sûr pour une transition juste et équitable. Quelles sont les actions qui sont engagées dans notre pays aujourd'hui pour atteindre cette transition juste et équitable quand on sait que les renouvelables, c'est un véritable gisement, ne sont pas exploités à leur niveau maximal? D'ailleurs, lors du sommet de l'ONU, on a parlé, il est question de faire une évaluation à mi-parcours. On est pratiquement en 2023. L'objectif de développement durable, les 17 objectifs, les ODD, c'est en 2030. Donc on est pratiquement à mi-parcours. On est en 2023. Il nous reste 7 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc on va faire le point par rapport à l'atteinte des 17 objectifs. Je pense que l'Algérie, par rapport à beaucoup d'autres pays, il a fait beaucoup d'avancées en matière d'atteindre des objectifs de développement durable, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. On est à plus de développement humain, oui. Le développement humain, donc on est pratiquement bien placé. Ça, c'est un peu l'évaluation. On va faire un état des lieux par rapport à ça. Maintenant, comment passer aussi, parce que l'Algérie, elle s'est engagée également dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7%, donc avec ses propres moyens, et de 22%. Alors, et il y a aussi un mécanisme de révision des ambitions, donc à partir de 2024-2025, on va avoir une révision des ambitions donc pour hisser un petit peu les niveaux d'ambition en matière donc, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, charge à l'Algérie, bien sûr, nous avons d'ici 2030, pour accélérer les réformes, l'ensemble des transitions, notamment la transition énergétique, pour atteindre les objectifs, parce que c'est un engagement qui engage l'Algérie, et donc on est tenu à déployer massivement les énergies renouvelables pour atteindre les objectifs donc, de 7% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
à l'horizon 2030. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, professeur Nordin Yessa, puisque vous avez fait votre premier bilan en tant que, bien sûr, président aujourd'hui du commissaire aux énergies renouvelables auprès du Premier ministre, vous avez établi récemment votre rapport d'évaluation de la situation actuelle. On a atteint nos objectifs, on voit de les atteindre, on est en deçà, puisque nous avons près de 590 mégawatts de puissance renouvelable installée à fin 2022. On est loin de nos objectifs initiaux. Honnêtement, l'objectif était de 4 gigawatts d'ici 2024. Entre 2020 et 2024, dans le programme de l'action du gouvernement, justement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, c'est de déployer 4 gigawatts. On est à 590 mégawatts depuis le lancement du premier programme. Donc nous avons vu qu'il y a certains secteurs qui ont quand même avancé, notamment les collectivités locales, beaucoup de secteurs ont avancé, notamment en matière de déploiement des kits solaires, des écoles. Mais c'est en deçà des capacités que nous pouvons produire. Non, nous avons les capacités, nous avons les potentiels. Et donc 2024, c'était une année charnière. C'était une année charnière. C'était une charnière pour rattraper. C'est dans 3 mois, 2024. 2024, oui. Donc, il y a bien sûr, pour atteindre les 4 gigawatts, parce que l'objectif affiché, c'est d'atteindre 4 gigawatts d'ici, bien sûr, dans le quinquennat. Donc là, on est à 590 mégawatts. Il y a certains secteurs, ils ont bien avancé. Il y a des projets d'envergure qui sont en cours de lancement, mais ça nécessite aussi des réformes macroéconomiques pour, bien sûr, diversifier. Parce que là, on parle parmi les leviers de la transition énergétique, c'est la diversification économique. Parce que le développement des énergies renouvelables fait partie de package de diversification économique. On va diversifier nos ressources de production énergétique. On passe de conventionnel classique au renouvelable. On passe un peu peut-être des positions de monopole à des producteurs privés de production d'électricité. Et ça, c'est un peu l'esprit même de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est impliquer l'ensemble des opérateurs, que ce soit privés et publics, ou même Sonatrach peut produire de l'électricité et la vendre sur le réseau de Sonalgaz, les entreprises privées, les secteurs tertiaires, les commerciaux, agricoles, industriels. C'est ça un peu la transition. La transition, c'est engager l'ensemble de la société, l'ensemble des parties prenantes dans un processus de transition énergétique où, bien sûr, pour diversifier un peu à la fois l'offre, pour avoir une offre plus diversifiée. Donc on sort un peu de le monopole de conventionnel et du gaz et du pétrole pour avoir un mix énergétique équilibré, ou une part importante des énergies renouvelables, et maîtriser la demande. C'est très important, maîtriser la demande. Parce que là, on a vu que lors du mois de juillet et mois d'août, des pics historiques en matière de consommation d'énergie. On a dépassé, on a frôlé les 19 gigawatts, on a dépassé les 18 gigawatts. Et c'est du gaz. Et c'est du gaz. Et donc, il faut que, bien sûr, on agisse aussi dans la maîtrise de la demande. C'est comment efficacité énergétique, la maîtrise de la demande, maîtrise énergétique et la rationalisation de la consommation d'énergie. Mais qu'est-ce que vous préconisez dans votre dernier rapport d'évaluation, monsieur professeur Nordin Yessa, en tant que commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, puisque vous avez relevé aussi que la formation doit accompagner également cette dynamique et la formation professionnelle à fin 2022 comptait un peu plus de 101 centres d'établissement prodiguant une formation dans le domaine des énergies renouvelables. Et ça, c'est important. C'est très important d'ailleurs, la formation professionnelle. D'ailleurs, on a beaucoup insisté dans le rapport. Ils ont fait un boom, ils ont fait vraiment un saut qualitatif et quantitatif très appréciable. On est passé de 300 stagiaires à 800 stagiaires en énergie renouvelable. C'est des diplômés de 300 en 2021 à 800 nouveaux diplômés dans les domaines des énergies renouvelables, efficacité énergétique. Et on est dans le pipe, on a quand même 1700, plus de 1700. On attend aussi dans la solarisation des écoles, on est à 800, presque 855 écoles solarisées. Dans l'éclairage public solaire, on est à plus de 120 000 éclairage public solaire. Les kits solaires, on a dépassé les 5 000 qui ont été déployés. Mais non, maintenant, si
si on opère les réformes juridiques et réglementaires, on a toujours évoqué pour libérer un petit peu, libérer les initiatives, libérer les loi textes, sur l'électricité, on va y revenir dans un moment. Libérer un peu les textes, pour permettre, parce que là on parle de 950 écoles solarisées, mais qui n'injectent pas sur le réseau, où il y a même certains des opérateurs privés qui ont installé des systèmes solaires sur les toits de leurs usines ou les toits des administrations, des édifices publics, etc. Donc il faut bien sûr avoir donc un cadre réglementaire qui encourage ce genre d'initiatives, un mécanisme de financement pour bien sûr rémunérer ou inciter ou encourager ces initiatives, et également, et c'est très important aussi, on doit être au diapason un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde en matière de production d'électricité. Donc c'est sortir un peu, donc diversifier et permettre aussi à des opérateurs publics nationaux, publics privés nationaux ou des investisseurs étrangers à venir produire de l'électricité en Algérie. Mais justement, en matière de puissance installée par rapport aux renouvelables, il y a eu une hausse, c'est ce que vous relevez dans votre rapport, équivalente à 5,2%. On peut atteindre des niveaux supérieurs encore, professeur Nordine Yassa, si on accélère la cadence en libérant bien sûr les textes pour nous, législatifs on peut facilement, permettant d'investir dans ces créneaux pour le privé et le public. On peut facilement passer de l'échelle de mégawatts, on est à l'échelle de gigawatts, à des gigawatts. On va pratiquement passer à des gigawatts. On a du soleil toute l'année. On a le soleil. Il y a aussi il y a une volonté politique. Il y a une prise de conscience collective. Tout le monde, maintenant, il y a une acceptabilité. Tout le monde parle des énergies renouvelables, maintenant, même un peu partout dans le monde. Vous avez vu même les déclarations de Nairobi, on parle de passer de 57 gigawatts en 2022 à 300 gigawatts. Un peu partout, on parle des énergies renouvelables, la transition, l'hydrogène vert, la mobilité propre, le stockage d'énergie, la valorisation énergétique des déchets. Ça, c'est un peu partout. Donc maintenant, charge à nous, donc bien sûr, de mettre en place l'écosystème. L'écosystème favorable sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, sur le plan mécanisme de financement, réunir toutes les conditions pour réussir cette transition énergétique et un peu accélérer la cadence des réalisations pour bien sûr pour être au rendez-vous en matière donc de plans d'action du gouvernement. Déjà, j'ai 4 gigawatts. Il faut qu'on puisse arriver à déployer 4 gigawatts d'ici la fin de l'année 2024. Et bien sûr, il reste bien sûr une année et 3 mois, c'est-à-dire 15 mois. Alors, je voudrais revenir sur un aspect qui est important. Nous avons vu que Sonelgaz a lancé l'appel d'offres national et international en mars 2023 pour la réalisation des 15 centrales solaires à travers tout le territoire national, équivalent bien sûr à 2000 MW. Mais en attendant, les 15 000 MW, qu'est-ce qu'il faudrait? Donc il y a donc dans le pipe, il y a 2000 plus 1000, donc on a 3000. Il faut aller vite. Donc il faut aller vite. Et aussi... C'est très concurrentiel. Si on tarde, d'autres auront les marchés à notre place. Il y a des exemples un peu partout dans le monde. Il faut s'aligner un peu sur ce qui se fait. Mais en les adoptant à nos contextes nationaux. Parce qu'on a une réglementation nationale, on a un contexte économique national. Mais il y a des exemples réussis, donc il y a des success stories un peu partout, et on doit montrer à on doit aussi réunir ces conditions, mettre en place un écosystème qui est favorable à l'investissement dans le domaine, donc à l'investissement dans le domaine de production électrique à base des énergies renouvelables. Ce climat d'investissement, l'investissement dans le domaine des énergies doit inclure bien sûr Sonelgaz, Sonatrach, les entreprises privées et les entreprises privées nationaux et étrangers. Il faut qu'on libère les initiatives pour qu'on puisse donc atteindre à terme bien sûr atteindre plusieurs objectifs, dont la sécurité énergétique, la diversification de l'économie et un mix énergétique équilibré en matière donc entre le fossile et le renouvelable. Bien sûr, il faut agir sur un autre aspect qui est très important, c'est maîtriser la consommation. C'est très important. On a vu que durant la période estivale, quand même, il y a eu des pics records en matière de consommation et grâce un peu à la mobilisation des moyens de production et grâce un peu à nos ressources de gaz naturel, on a pu faire face. Maintenant, dans l'avenir, on risque donc de ne pas avoir ce confort. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce confort soit durable
et on peut le pérenniser, et même pour les générations futures, pour qu'ils puissent aussi s'offrir ce confort en matière d'accès à l'énergie et à l'électricité. Alors rapidement, c'est la question des auditeurs. Quelles sont les mesures prises en Algérie en matière de reporting extra-financier, c'est-à-dire la communication sur les implications sociales et environnementales et sociétales? Donc, bien sûr, l'Algérie, Rapidement. l'Algérie, à l'instar, puisqu'elle fait, l'Algérie elle fait partie, donc bien sûr, elle est signataire de l'accord de Paris sur les changements climatiques, elle l'a ratifié, elle fait partie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, elle est, bien sûr, elle fait des rapports, des communications nationales en cours d'élaboration, bien sûr, les rapports biennaux, ça et dans le cadre, bien sûr, donc de l'aspect de la transparence, le report. Le MRV, c'est un peu Measurement Reporting and Verification. C'était des mécanismes, bien sûr, c'est des bases un peu le suivi, le monitoring, un peu la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Alors on se rend compte aujourd'hui, autre question de l'auditeur, actuellement que le plus lourd tribue conséquemment au changement climatique et se résume en des désagréments avec leur lot de désastres et payés par des pays qui n'ont pratiquement pas contribué à cette pollution. Est-ce que les grandes nations industrialisées telles que les États-Unis, la Chine, l'Europe sont en train de contribuer financièrement à la réparation en termes de pollueurs-payeurs? Est-ce que c'est effectif? C'est le principe de réparation, ça rentre dans de la perte et préjudice. Il y a un fonds maintenant qui a été institué. Mais il parle de l'applicabilité aujourd'hui. Oui, ça a été récent, ça a été un combat c'est un combat de plusieurs années. Ils ont pu arracher ce principe parce que les pays développés ont finalement accepté de mettre en place ce mécanisme de loss and damage, c'est le perte et dommage ou perte et préjudice. Maintenant, comment le financer, comment le rendre opérationnel, ça se négocie. Bon, je voulais juste... Il y a l'auditeur qui vous dit, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret sur la réparation faite par ces pays, aux pays, bien sûr, qui ont subi ces désastres? Voilà. Oui, ça, ce n'est pas encore opérationnel. Ça fait bien longtemps que ce principe était même un tabou. Hein. Le loss and damage, c'était toujours un tabou. Hein, parce que les pays développés, ils ont mis le forcing pour ne pas accepter ce terme. Le terme de loss and damage, c'était vraiment un tabou. On a cassé ce tabou lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Maintenant, comment le rendre opérationnel? Parce qu'à l'Est, ils se sont opposés. Parce qu'il y a une compensation financière. Tous les dommages, même nous par exemple en Algérie, il y a des incendies de forêt, il y a des inondations, on n'est pas responsable. On ne contribue que de très peu de pollution. On peut aussi demander de réparation, de compensation, parce qu'on n'est pas responsable de ce changement climatique. La même chose en Libye, la même chose dans les pays africains, les pays insulaires, etc. Et donc, ça, il y a des conséquences financières. C'est pour ça qu'il y a une résistance contre à l'opérationnalité de ces fonds. Je voudrais juste évoquer le dernier rapport, parce que là, il y a un rapport dans le cadre de l'accord de Paris, parce que là, on est vraiment dans la phase de l'état des lieux, c'est le Global Stock Take, c'est-à-dire le rapport global. Il y a eu une publication de rapport de synthèse. Ce rapport de synthèse par rapport à l'état de changement climatique, parce que c'était prévu dans l'accord de Paris que chaque 5 ans, on fait un état des lieux par rapport aux avancements. Est-ce qu'on est dans la trajectoire de limiter le réchauffement climatique à des degrés 1,5, 2 degrés Celsius? Donc le rapport montre clairement que sur le plan, pour accélérer l'action climatique, il faut atteindre le pic en 2025, c'est-à-dire le pic d'émissions de gaz à effet de serre en 2025. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% à l'horizon 2030. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60% à l'horizon 2035 et atteindre carrément le zéro carbone ou neutralité carbone en 2050. Donc en clair, il faut aller bien sûr à la rescousse de la planète. Alors autre question et la dernière, est-ce qu'il faut accélérer cette transition dans notre pays, installer des panneaux photovoltaïques au-dessus de tous les établissements scolaires à travers tout le territoire national, non pas seulement concentrés au niveau des régions enclavées ou le sud du pays, au niveau des institutions de la République, toutes les institutions de la République, à commencer peut-être par la présidence de la République, le ministère de l'énergie et des mines, la radio, on a installé déjà des panneaux. Est-ce qu'il faudrait l'élargissement de ces panneaux et même au profit des citoyens qui deviennent à la fois producteurs et consommateurs? Rapidement, c'est la loi qu'il faut changer. Il y a des instructions claires dans le Conseil des ministres à l'effet donc de généraliser le déploiement des systèmes solaires dans l'ensemble des établissements. Mais ça a été dit, il faut le faire. Non, maintenant,
Maintenant, faire. il ne suffit pas d'installer des panneaux solaires si on ne rentabilise pas la production de ces installations. Il ne suffit pas de juste les installer, il faut les rentabiliser. Pour Devenir producteur et consommateur. Comme pour les écoles. Ils produisent, ils apportent de la richesse. Le principe de prosumer ou la pro-consommateur. Mais là, il faut qu'on accélère. Parce qu'on accélère. Il faudrait que M. Mered mette en œuvre cette disposition. Accélère cette disposition réglementaire pour permettre à ces installations d'injecter le surplus sur la raison, et ça va permettre aussi de généraliser sur l'ensemble. Et bien sûr, il y a des aspects qui permettront donc d'accélérer la transition énergétique en Algérie. Nous avons détaillé ces différents aspects dans nos différents rapports. Et nous pouvons en parler pendant des heures. Professeur Nordine Yessa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et à demain. Au revoir. Merci, au revoir.